Certaines constructions anciennes ne paraissent pas seulement vieilles, elles paraissent déplacées, comme si elles étaient le dos de rester en arrière après la disparition du monde qui les avait produites, sans pourtant emporter avec elles l'explication complète. Un pilier monumental dressé par des chasseurs-cueilleurs. Une ville entière faite de pierres au milieu de l'océan. Des chambres souterraines creusées avec une précision difficile à imaginer. Des blocs si grands qu'aujourd'hui encore, le débat ne porte pas seulement sur la raison de leur présence, mais sur le fait de savoir si nous comprenons vraiment comment ils sont arrivés là. Et lorsque nous regardons ces lieux côte à côte, une question revient avec une insistance inconfortable. Qui a construit tout cela, exactement, et avec quel savoir? Le point important ici n'est pas de prétendre que l'archéologie ne sait rien. Dans plusieurs de ces cas, nous savons beaucoup. Nous connaissons des dates approximatives, des cultures associées, des matériaux, des phases d'occupation. Mais savoir quelque chose n'est pas la même chose que résoudre l'énigme entière. Dans certains lieux, la paternité exacte demeure débattue. Dans d'autres, le problème réside dans la méthode de construction. Dans d'autres, la fonction. Et dans plusieurs, le plus gênant est la combinaison d'échelles, de précision et de contexte historique. Cette vidéo n'existe pas pour échanger l'histoire contre la fantaisie. Elle existe pour montrer 12 constructions anciennes qui, même après des décennies de recherche, continuent de pousser la même question au centre de la table. S'il existe un fil reliant tous ces lieux, ce n'est pas une théorie unique, c'est une sensation. La sensation que le passé est plus sophistiqué, plus fragmenté et peut-être plus difficile à résumer que nous n'aimons l'admettre. Et plus nous avançons, plus cette question cesse de paraître rhétorique, parce que, dans certains cas, ce qui a survécu n'est pas seulement des ruines, ce sont des problèmes en pierre. Il existe une manière très simple de neutraliser n'importe quel mystère ancien. Tout traiter comme s'il ne s'agissait que de l'ignorance du public moderne. Et il existe une manière tout aussi mauvaise de tout exagérer. Traiter la moindre lacune comme la preuve d'une civilisation impossible. Les deux issues sont faciles, et les deux sont faibles. Ce qui rend ces constructions fascinantes, c'est justement l'espace entre ces extrêmes. L'explication traditionnelle fonctionne en général très bien jusqu'à un certain point. Seulement, lorsque nous arrivons aux détails, commencent à apparaître des questions trop petites pour faire la une, mais trop grandes pour être ignorées. Qui a planifié cet ensemble? Comment ont-ils coordonné la main-d'œuvre, le transport, la taille, l'assemblage et l'orientation? Pourquoi répéter le même schéma à une échelle si élevée? Pourquoi choisir un lieu si difficile? Et pourquoi, dans certains cas, ne subsiste-t-il presque aucune trace claire de la manière dont cela a été réalisé? Il y a encore un second problème. Beaucoup de ces constructions sont vues isolément. Un site en Turquie, un complexe au Pérou, une ville en Micronésie, une forteresse en Sardaigne, un alignement de menhirs en France. Séparés, ils paraissent des curiosités locales. Ensemble, ils forment un schéma beaucoup plus fort. Des sociétés anciennes, à des moments et dans des géographies complètement différents, ont produit des œuvres monumentales dont l'exécution demeure plus complexe que le résumé populaire le laisse habituellement entendre. Et c'est ici que la question change de poids. Qui a construit ne signifie déjà plus seulement quel peuple était là. Dans bien des cas, cela, nous le savons en partie. La question en vient à signifier quelque chose de plus profond. Qui furent, en réalité, les esprits organisateurs, les bâtisseurs spécialisés, les groupes qui ont transformé la pierre, le vide, la hauteur, la profondeur et l'orientation en une architecture qui aujourd'hui encore résiste, intrigue et oblige la recherche à continuer. La première construction de cette liste est Göbekli Tepe, dans l'actuelle Turquie. Le choc ici ne tient pas seulement aux pierres, il tient au temps. Le site appartient au néolithique pré-céramique, entre le Xe et le IXe millénaire avant Jésus-Christ, et présente des enceintes monumentales avec des piliers en forme de T, certains hauts de jusqu'à 5,5 mètres, dressés par des groupes décrits comme des chasseurs-cueilleurs. Cela, à soi seul, force déjà une révision mentale.
parce que le récit le plus intuitif suggérerait que viennent d'abord les villages stables, l'agriculture consolidée, une hiérarchie sociale robuste, et seulement ensuite l'architecture monumentale. Göbekli Tepe perturbe cette linéarité. Il suggère que la capacité d'organiser le travail collectif, le symbolisme et la construction rituelle à grande échelle peut être antérieure à ce que beaucoup de gens imaginent. Mais il existe un détail qui rend ce cas encore plus difficile à ignorer. Les piliers ne sont pas seulement des blocs dressés. Certains sont clairement anthropomorphes, avec des reliefs d'animaux, des ceintures et des éléments du corps humain. Cela ne paraît pas improvisé. Cela paraît projeté. Cela paraît être une décision esthétique, rituelle et technique se produisant ensemble. L'explication conservatrice dit que ces communautés possédaient déjà une complexité sociale suffisante pour ce type d'entreprise. Et cela est plausible. Le problème, c'est que, même en acceptant cette réponse, le site continue de laisser une question ouverte. Combien d'autres capacités d'organisation sociale et constructive sous-estimons-nous encore lorsque nous regardons le monde préhistorique? La deuxième construction emporte cette sensation sous la terre. L'hypogée de Hal Savlieni, à Malte, est un complexe souterrain utilisé entre environ 4000 et 2500 avant Jésus-Christ, conçu comme un cimetière creusé sur 3 niveaux superposés, avec des chambres taillées dans la roche, une décoration à l'ocre rouge et des signes clairs que certains espaces imitent l'architecture des temples mégalithiques construits au-dessus du sol. C'est comme si quelqu'un avait décidé non seulement de creuser un espace funéraire, mais de reproduire, en négatif, un monde architectural entier à l'intérieur de la pierre. Ce qui rend ce lieu singulier, ce n'est pas seulement l'ancienneté, c'est la combinaison de fonctions, de formes et d'expériences. Il y avait des chambres décorées, une circulation par niveau, un usage probable de lumière artificielle et même une niche célèbre pour l'écho de son acoustique. Une possibilité est que l'effet sonore n'ait été qu'accidentel. Une autre est qu'il ait été exploité rituellement. Aucune de ces hypothèses ne prouve plus que ce qu'elle peut prouver. Mais toutes deux rappellent une chose importante. Il existe des constructions anciennes où l'ingénierie ne réside pas seulement dans le fait de dresser des murs. Elle réside dans le contrôle de la perception, du mouvement et de la présence humaine. La troisième construction est plus proche du public français. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est l'une des plus intéressantes à revoir avec un autre regard. Les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan, en Bretagne. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont résumé Carnac à un champ de pierres alignées. Or, ce résumé est presque injuste. L'ensemble est vaste, dense, distribué dans le paysage et construit au cours de plus de 2 millénaires, approximativement entre 5000 et 2300 avant Jésus-Christ. La logique même d'implantation dans le relief et par rapport à l'hydrographie n'est pas encore complètement comprise. Et le plus intéressant, c'est que de nouvelles recherches ont affiné cette chronologie. Une étude récente liée au projet Neocea a daté des parties de ces alignements entre 4600 et 4300 avant Jésus-Christ, renforçant la région de la baie du Morbihan comme l'une des plus anciennes zones mégalithiques d'Europe. Cela ne résout pas la fonction finale de ces lignes de pierre, mais cela renforce l'idée qu'elles ne sont pas un caprice isolé. Elles appartiennent à un projet de longue durée, où orientation, paysage et répétition semblent obéir à une logique aujourd'hui seulement partiellement lisible. La quatrième construction est d'Erinkuyu, en Cappadoce. Ici, l'échelle du problème change de nouveau. Nous ne parlons pas d'une enceinte, nous parlons d'une ville souterraine qui descend à plus de 85 mètres, avec 18 niveaux, ventilation, zone de stockage, passage, portes de pierre et capacité d'abriter des milliers de personnes, avec des estimations atteignant près de 20 000 à son apogée durant l'ère byzantine. L'image est puissante parce qu'elle rompt l'attente fondamentale de l'urbanisme. Quand nous pensons à une ville, nous pensons à une expansion horizontale, à la lumière, à la surface, à des murailles extérieures. D'Erinkuyu inverse tout.
C'est une ville qui se cache. La paternité initiale demeure partiellement débattue. Il existe des hypothèses reliant les premiers niveaux aux Hittites, d'autres attribuant la plus grande partie de la construction aux Phrygiens, et l'on sait que plusieurs peuples ont agrandi et réutilisé le système par la suite. L'explication la plus prudente est justement celle-là. Derinkuyu n'est pas née achevée. Elle a grandi en couches historiques. Mais cela ouvre une nouvelle question. Si ce type d'infrastructure défensive et habitable pouvait être creusé, agrandi et entretenu pendant des siècles, alors le plus surprenant n'est peut-être pas seulement de savoir qui a commencé. C'est peut-être la continuité de savoir nécessaire pour soutenir une architecture invisible de cette échelle. La 5e construction est Su-Nuraxi di Barumini, en Sardaigne. À première vue, elle paraît plus facile à classer. C'est un complexe nuragique de l'âge du bronze, associé à la civilisation nuragique, avec une tour centrale, des tours secondaires, des murailles et un village tout autour. Seulement, le problème commence quand nous sortons du mot forteresse et regardons de près. La tour centrale mesurait à l'origine plus de 18 mètres de hauteur, avec des chambres internes en fausse coupole et une composition architecturale qui s'est développée autour d'un noyau initial. L'explication traditionnelle, selon laquelle il s'agit d'une structure défensive, est solide jusqu'à un certain point. Mais elle n'épuise pas le cas. Ces complexes remplissaient probablement aussi des fonctions sociales, politiques et symboliques. Et c'est là le détail important. Beaucoup de constructions anciennes demeurent mystérieuses, non pas parce que personne ne connaît leur nom, mais parce qu'une seule étiquette ne rend pas compte de ce qu'elles étaient. Appeler Su-Nuraxi simplement forteresse revient peut-être à appeler une ville entière un mur. La 6e construction est le Grand Zimbabwe. Et ici, l'énigme ne réside pas seulement dans la pierre. Elle réside aussi dans l'histoire des interprétations. Le site, dressé entre le XIe et le XVe siècle, a été construit par des populations Shona, avec des ensembles monumentaux de pierres sèches, comprenant le complexe de la colline, la grande enceinte et les ruines de la vallée. La recherche archéologique est claire en attribuant le lieu à une population bantoue de l'âge du fer. Et cela importe parce que, pendant longtemps, il y eut des tentatives coloniales de nier cette paternité africaine. Mais corriger cette erreur historique n'élimine pas l'étonnement réel du lieu. La grande enceinte, avec ses murs courbes de blocs de granit soigneusement posés, montre un niveau de planification et d'exécution qui impressionne encore. La population a pu dépasser 10 000 habitants, et le lieu se reliait à des réseaux de commerce à longue distance, avec des découvertes incluant des matériaux venus de Chine, de Perse et des monnaies arabes de Kilwa. Ce que ce cas révèle, c'est une autre couche du problème. Ce ne sont pas seulement les pierres qui portent des questions, ce sont les récits modernes qui, pendant longtemps, ont sous-estimé ceux qui étaient de maths capables de les dresser. La 7e construction nous emmène dans le Pacifique, Nan Madol, en Micronésie. Ce sont plus de 100 îlots artificiels ou semi-artificiels formés de murs de basalte colonnaire et de blocs de corail, composant des palais, des temples, des tombes et des domaines résidentiels liés au centre cérémoniel de la dynastie Sodler, entre le XIIIe et le XVIe siècle. La description la plus répétée est celle d'une Venise du Pacifique. Mais le surnom simplifie presque trop. Ce qui existe là est un complexe monumental dressé sur un environnement côtier difficile, avec des pierres de basalte transportées d'autres parties de l'île et assemblées selon une technique spécifique de boutisse et de blocage. L'explication courante est que des chefferies complexes de l'île ont développé une capacité politique et logistique suffisante pour cela. De nouveau, cette réponse est plausible. Seulement, le problème est autre. Quand nous voyons ces murs sombres surgir de l'eau, la question n'est pas seulement de savoir si cela serait possible. La question est combien de planification, combien d'étapes et combien de décisions invisibles ont été nécessaires avant que la première pierre ne soit posée. Parce que les grandes constructions anciennes cachent presque toujours le même élément, celui qui se perd le plus avec le temps,
l'organisation. La 8e construction est peut-être l'une des plus étranges de cette liste, justement parce qu'elle est moins célèbre. Les grottes de Longjiu, en Chine. Il ne s'agit pas d'une grotte naturelle aménagée. Il s'agit d'énormes grottes creusées par l'homme, avec des portées comprises entre 18 et 34 mètres, des hauteurs entre 10 et 20 mètres, des piliers internes, des surfaces inclinées, un système de drainage et des marques de taille extrêmement régulières, réparties sur les parois, le plafond et les colonnes. À certains endroits, la répétition de ces sillons est si constante que l'espace paraît presque industriel, malgré son ancienneté estimée à au moins 2000 ans. Et c'est ici que le mystère devient plus gênant. L'étude technique elle-même reconnaît qu'il n'existe pas de consensus sur la fonction de ces grottes. Carrières, tombes, entrepôts, espaces rituels, installations militaires. Il n'y a pas non plus de certitude finale sur la date de construction, ni sur la manière dont le relevé géométrique a été réalisé avec autant de cohérence. Le détail le plus troublant est peut-être celui-ci. Parfois, la stabilité à long terme de ce qui survit ne dépend pas seulement de la façon dont cela a été creusé, mais de conditions inattendues, comme la permanence de l'eau à l'intérieur, qui aurait aidé à préserver l'intégrité structurelle. Autrement dit, à Longjiu, l'énigme ne réside pas seulement dans l'œuvre humaine, elle réside aussi dans l'alliance improbable entre la technique et l'environnement. La 9e construction nous emmène dans les Andes, Sacsayhuaman, au-dessus de Cusco. Les murs en zigzag sont faits de blocs gigantesques, assemblés sans mortier, certains hauts de plus de 8 mètres, dans une architecture si stable qu'elle a résisté à des tremblements de terre ayant fait s'effondrer des structures plus récentes alentour. La tradition la plus acceptée relie la construction à la période de Pachacuti, au XVe siècle, et la paternité inca est bien étayée. Mais la fonction complète du complexe est encore discutée. Forteresse, espace cérémoniel, centre symbolique ou tout cela à la fois. Ce qui fait entrer Sacsayhuaman dans cette liste, ce n'est pas un doute superficiel sur qui a vécu là. C'est la qualité de l'assemblage, l'échelle des blocs et la sophistication d'une maçonnerie polygonale qui demeure l'un des exemples les plus impressionnants d'adaptation sismique dans l'architecture ancienne. Le regard moderne s'arrête en général au visuel. Le vrai problème réside dans le processus. Chaque bloc paraît une pièce unique de casse-tête faite pour un endroit exact. Et lorsqu'un monument ainsi paraît presque inévitable une fois achevé, cela signifie normalement que l'effort le plus extraordinaire est resté caché auparavant. La 10e construction, très proche par l'esprit, est Pumapunku, en Bolivie. Ici, le malaise change de forme. Au lieu de grands murs courbes, nous avons d'énormes dalles de grès et environ 150 blocs d'andésite finement taillés, avec des surfaces planes, des arêtes précises, des angles droits internes et des pièces répétées selon des proportions mathématiques. Une étude récente a montré que ces blocs étaient déjà totalement finis avant l'installation et comportaient des encoches de levage qui permettaient de les positionner sans endommager les bords. C'est justement pour cela que Pumapunku est souvent mal utilisé par les discours faciles. Le site est impressionnant en lui-même. Il n'a pas besoin d'exagération. La recherche sérieuse ne dit pas que le lieu est impossible. Elle montre que le travail y était hautement planifié, modulaire et précis. La plus grande dalle connue de l'ensemble pèse environ 83 tonnes. Le problème qui reste ouvert n'est pas de savoir si des êtres fantastiques sont passés par là. C'est quelque chose de bien plus intéressant. Combien d'étapes de projet, de marquage, de standardisation et de contrôle technique existaient dans des sociétés que nous décrivons encore de manière trop simplifiée. La 11e construction est Baalbek, au Liban. Plus précisément, le problème de Baalbek apparaît lorsque nous regardons la carrière et les blocs monumentaux liés au complexe du temple de Jupiter. La fameuse pierre de la femme enceinte impressionnait déjà avec quelque chose autour de 1000 tonnes. Mais des fouilles ont révélé un autre bloc encore plus grand, estimé à 1650 tonnes, considéré comme le plus grand mégalithe connu.
La simple existence de cette pièce change l'échelle de la conversation. Nous ne débattons plus seulement d'un transport difficile. Nous sommes face au type de masse qui transforme n'importe quelle explication en problème d'ingénierie ancienne à l'état brut. Bien sûr, Baalbek possède un contexte romain et des carrières proches. Cela aide. Mais cela ne résout pas tout. Savoir que le matériau venait de là n'explique pas automatiquement la séquence opérationnelle complète, ni pourquoi certains blocs ont été abandonnés, ni comment se décidait la limite entre le transportable et l'impraticable. Le cas est intéressant justement parce que la réponse probable demeure humaine, historique et terrestre. Et pourtant, lorsque la taille entre en scène, la familiarité de l'explication commence à vaciller. La 12e construction clôt cette liste en Égypte, l'Osiréion, à Abydos, derrière le grand temple de Séti Ier. Différent des pyramides, il domine rarement l'imaginaire populaire. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si puissant. Le monument fait l'objet de débats depuis des décennies, tant pour sa finalité que pour sa chronologie exacte, pour sa position dans le complexe et pour les énormes pierres dures utilisées dans sa construction, y compris le granit. Il est généralement associé à Séti Ier et souvent interprété comme un cénotaphe ou une structure symbolique liée à Osiris. Mais les incertitudes persistent. Le plus intrigant dans l'Osiréion est la sensation de déplacement architectural. Il paraît à la fois intégré au temple et différent de lui, comme s'il appartenait au même paysage sacré, mais parlait un langage propre de masse, de profondeur et de pierres travaillées. Et ici, le mystère devient particulièrement utile pour ce qui vient ensuite sur cette chaîne. Parce que, à un moment donné, toute cette discussion converge vers un point concret, le granit égyptien. Non seulement ce qui a été dressé, mais comment cela a été taillé, ajusté et positionné avec une telle assurance. Après avoir regardé ces 12 constructions à la suite, la tentation la plus facile est de chercher une réponse unique, une théorie qui résolve tout d'un seul coup. Mais le passé s'organise rarement pour tenir dans une seule phrase. Le plus honnête est de travailler par couches. L'hypothèse la plus conservatrice est aussi la plus forte comme point de départ. Dans presque tous ces cas, nous n'avons pas besoin d'explications extraordinaires pour accepter que des sociétés anciennes, avec du temps, de l'organisation, de la spécialisation et un savoir accumulé, ont été capables de construire bien plus que nous ne l'imaginons habituellement. Cela vaut pour les enceintes monumentales de Göbekli Tepe, pour les tours nuragiques de la Sardaigne, pour les murs du Grand Zimbabwe, pour l'urbanisme aquatique de Nan Madol et pour les assemblages andins. Ce que cette hypothèse exige, ce n'est pas une foi aveugle. Elle exige seulement que nous acceptions une leçon simple. L'ancienne capacité humaine à coordonner travail, technique et symbolisme a probablement été sous-estimée bien des fois. La deuxième hypothèse est plus gênante, et c'est peut-être pour cela plus productive. Elle suggère que le véritable problème ne soit pas une technologie impossible, mais la perte des étapes intermédiaires du savoir. Autrement dit, peut-être connaissons-nous le résultat final, mais connaissons-nous mal les systèmes de mesure, les protocoles de taille, les chaînes de transport, les méthodes de formation et les modèles mentaux utilisés par les bâtisseurs. Cette hypothèse s'ajuste très bien à Pumapunku, à Longyu, à Baalbek, à Sacsayhuaman et à l'Osiréion lui-même. Rien de tout cela n'a besoin d'être impossible pour demeurer partiellement obscur. Il suffit que la documentation ait disparu, que la tradition ait été interrompue ou que le processus réel ait été plus sophistiqué que ce que les résumés scolaires laissent transparaître. L'hypothèse la plus intrigante, mais encore sérieuse, ne parle pas de visiteurs impossibles. Elle parle de continuité perdue. Certains chercheurs suggèrent que certains lieux ont pu être construits par phase, réutilisés par des cultures postérieures, réinterprétés par des générations différentes ou dressés sur des traditions plus anciennes que ce que la surface actuelle laisse voir. À Derinkuyu, cela est presque inévitable. À Karnak, la durée millénaire du phénomène pointe vers des projets successifs. À Abydos, la position même de l'Osiréion alimente des questions sur des couches symboliques et historiques.
Cette hypothèse ne prouve pas tout. Mais elle soulève une question importante. Lorsque nous demandons qui a construit, peut-être devrions-nous, dans certains cas, demander qui a commencé, qui a agrandi, qui a resignifié et qui a effacé les traces du processus. Et cela change complètement le ton du mystère. Parce que l'énigme cesse d'être un spectacle. Elle redevient ce qu'elle devrait être. Une enquête sur des lacunes réelles. Il existe un détail qui apparaît dans presque toutes ces constructions, mais qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite. Et ce n'est pas la taille des pierres. C'est le contrôle de l'espace humain. À Göbekli Tepe, le corps entre dans des enceintes définies par des piliers qui paraissent Borashiku, c'est-à-dire des figures. À l'hypogée, il descend par niveaux et traverse des chambres taillées comme si la pierre avait appris à imiter l'architecture. À Karnak, marcher entre les alignements devient une partie de l'expérience. À Derinkuyu, la circulation est filtrée par des passages, des niveaux et des portes circulaires de blocage. À Nammadol, l'espace est brisé par des canaux et des îlots. À Sacsayhuaman, les murs en zigzag transforment l'échelle de l'observateur. À Longjiu, le vide creusé est aussi décisif que la roche laissée debout. À l'Osirayon, profondeur, masse et eau réorganisent la sensation de présence. C'est là le point presque toujours oublié. La monumentalité ancienne n'est pas seulement une question de poids, c'est une question de scénario spatial. Les bâtisseurs ne se contentaient pas d'empiler des blocs. Ils décidaient comment quelqu'un verrait, entrerait, descendrait, se faufilerait entre des passages, regarderait vers le haut, perdrait la notion d'échelle ou ressentirait de la révérence. Et lorsque nous comprenons cela, la question qui a construit devient encore plus forte, parce que nous ne parlons plus seulement de force de travail, nous parlons d'intention architecturale. C'est peut-être pour cela que tant de ces œuvres paraissent modernes dans un sens très précis. Non pas parce qu'elles possèdent une technologie moderne, mais parce qu'elles maîtrisent quelque chose de profondément humain. La relation entre l'espace et la perception. Ce qui paraît simple à distance devient presque toujours plus étrange lorsque nous nous approchons. Un mur n'est pas seulement un mur. Un alignement n'est pas seulement une séquence. Une chambre souterraine n'est pas seulement un trou creusé. Chacune de ces formes semble porter une idée très précise de ce que l'être humain devrait ressentir en la traversant. Et cette perception ouvre un pont direct avec un autre type de mystère de la chaîne. Parce que ce même schéma apparaît dans un autre problème qui défie notre lecture du passé, des constructions anciennes qui paraissent de simples ruines, mais cachent des questions bien plus grandes de taille, d'assemblage et de finition. C'est exactement là que l'énigme du granit égyptien devient si importante. Au début, la question paraissait simple. Qui a construit ces 12 constructions anciennes? Maintenant, elle ne paraît plus simple en rien. Dans certains cas, nous avons le nom probable de la culture, mais nous ne comprenons pas totalement la méthode. Dans d'autres, nous comprenons une partie de la technique, mais pas la fonction complète. Dans d'autres, nous comprenons l'usage tardif, mais pas l'origine initiale. Et dans plusieurs, le plus troublant est de constater que l'explication traditionnelle n'est pas fausse, seulement qu'elle n'est pas encore assez complète pour éliminer l'étonnement. C'est peut-être là la conclusion la plus honnête de toutes. Le passé n'a pas besoin d'être impossible pour demeurer mystérieux. Il lui suffit d'être plus grand que nos résumés. Göbekli Tepe nous rappelle que la monumentalité peut être bien plus ancienne qu'il ne paraissait raisonnable. L'hypogée montre que l'architecture peut aussi être creusée comme une mémoire souterraine. Karnak transforme le paysage en énigme durable. Derinkuyu fait disparaître une ville sous la terre. Su-Nuraxi et le Grand Zimbabwe brisent les caricatures sur la complexité du bronze et de l'Afrique médiévale. Nammadol place des mégalithes dans la mer. Longjiu nous livre un vide creusé trop grand pour paraître fortuit. Sacsayhuaman et Pumapunku élèvent de la pierre à un niveau d'ajustement qui provoque encore le débat. Baalbek pousse l'échelle jusqu'à la limite, et l'Osirayon
nous emmène en Égypte par une porte moins évidente, mais peut-être plus inquiétante. Mais il existe un détail qui rend tout cela encore plus difficile à ignorer. Lorsque le thème passe de « qui a construit à comment cela a réellement été taillé, ajusté et mis en position », une pierre spécifique commence à dominer la conversation, le granit égyptien. Parce que si ces constructions laissent déjà des questions ouvertes, l'Égypte garde une question encore plus précise. Non pas seulement qui a dressé certaines pièces, mais comment certaines pierres extrêmement dures ont reçu des tailles, des surfaces et des assemblages qui continuent de paraître plus faciles à admirer qu'à expliquer en détail. Et c'est peut-être justement là que cette enquête devient plus sérieuse, parce que, parfois, la plus grande porte vers le passé ne se trouve pas dans une ville entière, elle se trouve dans la marque laissée par un outil sur une seule pierre.